Bienvenue à cette session dédiée à AI for Epilepsy, un sujet passionnant que je suis très heureuse d'animer. J'ai le plaisir d'accueillir à cette session professeur Rima Nabou, professeure en pédiatrie neurologique à Necker Hôpital et coordinatrice du centre de référence épilepsie rare. Professeur Pascal Banquet, maître de conférences en neurosciences à l'université Rennes 1 et INSERM. Bienvenue. Et Rupert Schill, président de l'association Prédilepsie. Bienvenue. L'épilepsie est la deuxième maladie neurologique chronique en France. Une personne sur 100 en est atteinte. 30% des épileptiques sont pharmacorésistants. Le taux de pharmacorésistance a très peu diminué durant ces dernières années et on a besoin de nouvelles approches de traitement. C'est pourquoi l'association créée en 2019, Prédilepsie, existe. Et l'objectif a été de créer une communauté de data scientists, chercheurs, professions médicales pour détecter, prédire et empêcher les crises d'épilepsie. C'est un projet open source, donc ultra important en France, un sujet dont on parle très peu, et soutenu par Google. Professeur Nabou, en quelques mots, à quoi ressemble le quotidien d'un enfant qui vit avec de l'épilepsie? Quels sont les challenges aujourd'hui dans la recherche sur l'épilepsie et quel rôle les données patients peuvent-elles jouer dans cette recherche? Je vais peut-être commencer par vous dire ce que c'est qu'une crise d'épilepsie et vous allez voir tout de suite après ce que ça veut dire pour un enfant et pour une famille. Une crise d'épilepsie, c'est un dérèglement au niveau des neurones, de l'excitabilité cérébrale, où on a un déséquilibre entre l'excitabilité et l'inhibition, qui en temps normal empêche qu'il y ait justement des crises d'épilepsie, et ces crises d'épilepsie vont ainsi pouvoir arriver. Ce qui est le plus dramatique dans cette maladie, c'est, je dirais, le fait qu'elle soit imprédictible. Ça veut dire la crise peut arriver n'importe quand et elle peut prendre par surprise l'enfant, sa famille, son entourage. Vous pouvez tout de suite imaginer que la vie de tous les jours d'un enfant et d'une famille est complètement chamboulée par ce problème parce que on est face à ça au moment où on est en train d'aller à l'école, d'aller à la crèche, de revenir en voiture, de faire une activité. On est à un anniversaire d'un copain. Et ces crises, ce qui est encore plus complexe, c'est qu'elles peuvent revêtir différents aspects. On a l'enfant qui peut juste s'arrêter 2 secondes et être absent. On a l'enfant qui va présenter des secousses et perdre conscience. Mais on a aussi l'enfant qui peut à tout moment tomber et avoir des traumatismes. Et ces crises peuvent se répéter dans la journée. Donc, je pense que la problématique qui est très importante dans ces épilepsies, c'est de trouver bien sûr un moyen de les arrêter. Et la deuxième chose, peut-être trouver un moyen de savoir quels sont les facteurs ou de savoir que là, la crise va arriver et on pourrait faire quelque chose pour arrêter la crise. Les médicaments existent, comme vous l'avez dit, mais malheureusement, 30 à 35% des patients épileptiques restent aujourd'hui sans traitement. Et ces patients-là attendent ce que nous essayons de faire ensemble et attendent de trouver d'autres solutions à leur épilepsie. Et juste un dernier point que je pense important sur lequel il faut insister, c'est pas seulement le coût en temps matériel de l'épilepsie, de ce qu'elle engendre en soi, mais c'est la perte de chance pour un enfant qui est l'adulte du lendemain et qui va justement, quand l'épilepsie commence dans l'enfance, avoir des problèmes, des répercussions sur le développement. Merci. Professeur Banquet, vous êtes expert en électrophysiologie neuronale, la science qui s'intéresse à l'électricité du cerveau, et vous avez modélisé informatiquement le cerveau humain. Pouvez-vous nous en parler un peu plus et en quoi cela constitue-t-il un avantage pour le projet Prédilepsie de Machine Learning?
Donc développer des nouvelles approches thérapeutiques passe d'abord par essayer de mieux comprendre les mécanismes neuronaux qui sont à l'origine de ces épilepsies, et ceci de manière patient-spécifique. Donc nous, dans notre équipe INSERM à Rennes, dirigée par le professeur Van Ling, nous avons construit au sein de l'équipe un cerveau humain virtuel qui est capable de générer des signaux EEG, donc de l'encéphalographie, qui est très proche de ceux qu'on peut enregistrer chez l'homme. Alors comment on a fait brièvement on a créé d'abord, on a identifié les sous-types de neurones principaux du cortex. Ces sous-types de neurones, excitateurs et inhibiteurs, on les a connectés ensemble avec de vrais paramètres physiologiques, ceux qu'on a trouvés dans la littérature scientifique et qui donnent une vraie dynamique de communication entre les neurones. Ensuite, ces modules de groupement de neurones, on les a disposés sur la vraie morphologie du cortex humain que l'on a grâce à des techniques d'imagerie cérébrale. Une fois qu'on a disposé ces modules au sein du cortex, on les a connectés entre eux, mais pas n'importe comment, là aussi en se basant sur les nouvelles techniques d'imagerie humaine qui nous permettent de voir réellement le connectome, c'est-à-dire comment les différentes zones du cortex se connectent entre elles. Et ensuite, à partir de cette configuration-là, eh bien, chaque sous-groupe de neurones va générer des rythmes et vont générer des rythmes qui vont ensuite être projetés sur des électrodes virtuelles que l'on a créées également grâce à des calculs mathématiques. On a une sorte d'EEG virtuel. Et nous avons montré lors d'une précédente étude sur la conscience que ce cerveau virtuel qu'on a appelé Coalia était capable de réaliser des EEG très proches de l'état d'éveil ou de l'état de sommeil profond. Ensuite, l'étape d'après a été d'instaurer dans ces modules l'activité épileptique et de mettre les mécanismes synaptiques qui permettaient de générer une activité épileptique réaliste. En coordination évidemment avec la clinique, avec une collaboration très étroite, pour essayer de vérifier si les signaux que l'on simule sont réalistes ou bien sont décalés. Et auquel cas, il faut ajuster. Et on peut parler des données patients que vous collectez, bien sûr. Voilà, donc donc à partir des données patients, nous, on les analyse de manière quantitative, qualitative, pour essayer justement d'essayer de moduler les paramètres du modèle qui nous permettent d'ajuster au mieux les signaux électrophysiologiques qui permettent de générer ces EEG réalistes qui ressemblent vraiment à ceux des enfants qui ont été enregistrés à c'est phénoménal. Un Necker. Merci beaucoup. Rupert, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus en détail ce qu'est Prédilepsie et comment le projet il est né et où en êtes-vous aujourd'hui avec les professeurs Nabou et Banquet sur ce projet-là ? Alors, Prédilepsie, c'est une association, comme vous l'avez déjà dit. Prédilepsie est née d'un besoin personnel, avant tout, comme beaucoup de projets. J'ai un petit garçon qui est tombé malade il y a 3 ans maintenant, qui a été frappé par un syndrome épileptique très rare, très sévère. Et c'est par ça j'ai été, avec ma famille, plongé dans le monde de l'épilepsie que je connaissais évidemment pas du tout avant. Et on a commencé à vivre avec ce que c'est l'épilepsie, c'est-à-dire les troubles neuronaux, de langage, moteur, d'apprentissage, etc. Enfin, tout ce qui va avec. Et ce que le professeur Nabout a déjà mentionné, tout ce qui est finalement le côté le plus dur dans l'épilepsie, c'est l'imprévisibilité. C'est-à-dire d'être en permanence avec cette épée de Damoclès qu'on a, qui est la crise dont on ne sait pas quand elle va arriver. Et donc on vit au quotidien avec, quand on entend un bruit, on se dit mince, il est tombé, ou voilà. Et donc
c'est de ça, il se trouve que je dirige une société que j'ai cofondée qui s'appelle Vertigo, qui est dans la prévision, qui développe des algorithmes de prévision. Et on s'est dit à un moment, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser nos technologies de prévision pour prédire ou améliorer au fait, la vie des patients qui vivent avec de l'épilepsie en prédisant l'arrivée d'une crise. Et puis après, à partir de cette idée-là, c'est allé assez vite. C'était un mouvement assez incroyable parce qu'on a appelé des gens entrepreneurs et autres autour de nous avec l'aide d'un fonds de dotation qui s'appelle Bretagne Atlantique Ambition, qui est vraiment une super initiative qui finance en fait, des jeunes chercheurs qui travaillent sur le cerveau. On a monté un financement qui nous a apporté donc la possibilité de travailler avec des chercheurs que nous avons avec nous ici sur cette problématique de prédiction de crise. Et on a monté parallèlement une communauté open source avec le soutien exceptionnel de Google qui nous apporte de la technologie, le savoir-faire en data science. Et on travaille aujourd'hui sur la détection de crise. Donc, quand est-ce que la crise commence, quand est-ce qu'elle s'arrête, ce qui n'est pas évident parce que les neurologues ne sont pas toujours d'accord sur ce sujet entre eux, et la prédiction des crises. Combien de personnes chez Google travaillent pour Prédilepsie ? Aujourd'hui, on vient commencer avec Google, donc on a entre 5 et 10 personnes en fonction des réunions qui assistent et qui apportent différentes choses. Un super soutien. Quelles sont les prochaines étapes donc pour Prédilepsie ? Comment la data et le machine learning pourront-ils changer la vie des patients à plus long terme, professeur Banquet ? Donc, pour l'instant, nous travaillons sur un sous-type d'épilepsie qui est l'épilepsie absence de l'enfant. Et donc, moi, mon boulot, ça va être d'essayer, encore une fois, d'être le plus réaliste possible et de mettre le plus d'ingrédients possibles qui permettent de mieux comprendre le mécanisme de déclenchement des crises pour produire des EEG. Ensuite, ces EEG réalistes tant que possible, on va essayer de les analyser avec ces différents algorithmes pour essayer de détecter des patterns, c'est-à-dire des sortes de formes de signaux qui pourraient nous dire quand est-ce que le signal va changer pour déclencher, pour détecter le tout début de la crise. Et l'idée qu'il y a derrière, c'est ensuite d'identifier grâce au modèle sur quel mécanisme neurophysiologique on pourrait appuyer pour empêcher ce déclenchement. Donc, l'idée, c'est qu'une fois qu'on a bien identifié les mécanismes neuronaux de communication qui s'emballent et qui vont emporter toute une boucle thalamo-corticale qui est dans le modèle. Alors, le thalamus, c'est une structure très profonde qui communique avec le cortex qui est en surface, et ce machin-là s'emballe. Eh bien, qu'est-ce qui fait qu'une crise qui part d'une zone du cerveau arrive à déclencher toute la boucle? Si on arrive à bien comprendre ça, peut-être qu'on arrivera à développer des outils qui nous permettent de faire avorter cet engagement dans la crise. Merci beaucoup. Professeur Nabout. Alors, quelles sont les prochaines étapes? Moi, je pense déjà, il y a le début. Le début, c'est d'avoir mis ensemble des personnes qui viennent de domaines complètement différents et dont le but, avec tout ce que M. Schisl a cité, de gens qui appuient ce projet, allait revenir vers le malade. Nous faisons des modèles, mais notre modèle reste le patient et le bien-être du patient. On parlait tout à l'heure des data. Chaque patient a des spécificités, a des points particuliers. Et c'est ça l'avantage des big data, c'est de pouvoir trouver, malgré ces spécificités, le background commun, les choses communes que l'on peut aller toucher et changer le devenir de ces enfants. On parlait de manque de traitement, de manque aujourd'hui d'idées, et il ne faut pas avoir honte de dire on a un peu épuisé les idées pour des thérapeutiques traditionnelles, suivant des voies traditionnelles. Donc, Prédilepsie, comme les projets qui peuvent en émaner, sont là pour nous ouvrir d'autres horizons et pour nous montrer qu'il y a d'autres moyens
d'approcher ces problématiques. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère de la génétique aussi. On n'en a pas parlé assez, mais ces patients, ils ont là aussi des prédispositions génétiques pour avoir les problèmes qu'ils font. Et c'est toute l'importance du modèle que vient de discuter mon collègue. Et on l'a déjà fait dans des épilepsies génétiques rares où nous avons un gène qui donne un type de crise. Nous avons pu créer dans le laboratoire, sur ce cerveau artificiel, une image exacte de ce qui se passe chez l'enfant. Et nous sommes en jouant sur des touches, moi qui ne suis pas très ordinateur, en augmentant des choses, en baissant d'autres, on arrive à avancer et à proposer directement de vrais traitements. Donc il faut imaginer que ces data, c'est une source extraordinaire pour faire encore un modèle en pensant toujours à notre modèle principal qui est l'homme, l'enfant et son bien-être. Merci, professeur Nabout. Les données, c'est une source incroyable. Rupert? Alors nous, le but de Prédilepsie, c'est de détecter, prédire et éventuellement un jour arrêter ou empêcher les crises. Et donc là, notre objectif, c'est de développer des algorithmes pour ça, pour différents types de crises. On a commencé par les crises d'absence, mais à terme, de développer aussi un device, un dispositif portable par des enfants pour atteindre ces trois objectifs. Et donc, on va aujourd'hui déjà sur la détection. Typiquement, comme pour prendre l'exemple, on travaille avec des canaux, donc des électrodes qui sont placés sur l'EEG en clinique avec une vingtaine, trentaine d'électrodes, voire plus, qui peuvent évidemment pas être portés par au quotidien par un enfant. Donc là, on va travailler sur des électrodes où l'interprétation de signaux qui sont générés par une, deux, trois électrodes seulement pour détecter des crises. De la même manière, sur la prédiction, on a ce besoin de pouvoir avertir le patient et son environnement grâce à le device qui va peut-être transmettre une information vers un téléphone mobile à lui ou à son environnement. Et peut-être un jour avoir un device qui peut intervenir, si on arrive à prédire la crise, et intervenir au bon moment pour empêcher la crise d'arriver à travers une stimulation extracrânienne ou peut-être un jour intracrânienne ou autre. Formidable. Pour finir, si on veut soutenir cet incroyable projet Prédilepsie, comment fait-on ? Alors, il y a deux manières de soutenir Prédilepsie. Une, c'est soit vous êtes codeur, médecin, électrophysiologiste ou autre, et vous voulez vous impliquer. Dans ce cas-là, écrivez-nous. Donc, notre site, c'est prédilepsie.org, et contactez-nous pour participer. C'est un projet ouvert à tout le monde. Soit vous n'êtes pas dans tout ça. Dans ce cas-là, il y a la possibilité de donner de l'argent à Prédilepsie, ce qui est extrêmement important pour nous parce qu'on a besoin de soutenir les chercheurs et donc, qui travaillent dans les différents instituts de recherche sur ces sujets-là. Soit vous êtes ni dans une ni dans l'autre catégorie de tout ça. Dans ce cas-là, vous pouvez parler à des gens autour de vous qui sont dans les catégories 1 et 2. Connectez-vous alors. Je voulais juste mentionner qu'à Rennes, on a une spécificité qui tourne autour des neurosciences cliniques. Et on a eu un soutien très très fort de l'Institut des neurosciences cliniques de Rennes, l'INCR, qui facilite ce genre de projet. Très bien. Merci beaucoup. Merci à tous.